Montand, Romy Schneider, Serge Gainsbourg, Arletty, Louis Jouvet, Denis Lavant ou encore Jeanne Moreau. Alain Badiou, vous avez publié ce petit essai consacré à l'amour, c'était il y a quelques mois, quelques années même déjà, ça s'intitule « Éloge de l'amour ». Vous écrivez ceci: « Le philosophe doit assumer que la pensée n'est jamais séparable des violentes péripéties de l'amour. Défendre l'amour est une tâche philosophique. » Et vous citez Platon: « Qui ne commence pas par l'amour ne saura jamais ce qu'est la philosophie. » Comment est-ce que l'amour intervient dans le champ philosophique, Alain Badiou? Bien, l'amour intervient sur une question capitale qui est la relation à l'autre. Et en réalité, parmi les grandes questions de la philosophie, il y a la question du sujet, la question de la subjectivité, la question de ce qui compose au fond la personnalité ou l'identité subjective. Et dès le début, avec Platon, en effet, la philosophie a constaté que de toutes les expériences dans lesquelles la subjectivité est confrontée à une sorte de dépendance de l'altérité, c'est-à-dire le moment où l'identité est confrontée de façon inéluctable et extraordinairement forte à l'altérité, c'est évidemment l'amour. Dans l'amour, d'une certaine manière, il y a toujours une sorte d'acceptation de la présence de l'autre en son entier, dans l'ensemble de ses dimensions, à l'intérieur de votre propre vie. Donc la construction de la subjectivité se trouve confrontée de façon permanente, en quelque sorte, à la relation à l'autre. On peut donc dire que l'amour, c'est une expérience limitée, du point de vue de la collectivité, limitée, mais absolument essentielle, de la dépendance de la construction subjective au regard de l'altérité et de l'expérience de cette altérité comme expérience centrale. Et vous dites qu'aujourd'hui, l'amour est menacé. Il est menacé par qui, par quoi, Alain Badiou? Il est menacé par l'individualisme que nos sociétés exigent et qui font que, en vérité, le producteur principal de l'identité subjective dans nos sociétés, c'est l'intérêt. On le dit d'ailleurs, c'est avoué. Le sujet, c'est celui qui est intéressé à un certain nombre de choses. Évidemment, cette restriction du sujet à ses propres intérêts et à sa satisfaction propre, la satisfaction de ses intérêts, fait que l'amour serait sous la condition de vérifier d'abord qu'il va bien dans le sens de vos intérêts. Alors ça, c'est les sites de rencontres. Vous les fréquentez? Vous connaissez un peu les applications comme Tinder aujourd'hui? Le philosophe doit tout connaître. Voilà une révélation directe de notre ami. Il ne doit surtout pas reculer devant la connaissance du pire. Évidemment, soyons raisonnables, hein, pour une fois. Soyons raisonnables. On n'est jamais raisonnable en amour. En amour, non, mais... En philosophie, oui. Oui, en philosophie, on essaie de l'être, en tout cas. Et qu'il y ait des organisations de la rencontre est une vieille histoire. Hein. Dans ma jeunesse, les familles même organisaient des surprises parties pour être sûrs que quand même leur fille ou leur jeune gars fassent des rencontres. Hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y avait les petites annonces du chasseur français en France, qui étaient déjà d'un endroit où on trouvait... Donc je ne vais pas en accuser le monde contemporain au sens strict, mais petit à petit, ça prend une tournure tout à fait manifeste qui est que vous allez trouver sur catalogue le produit qui vous convient. Et comment se fait cette convenance? Elle se fait par similarité des désirs. C'est-à-dire, vous allez trouver par des formules que certains sites de rencontres déclarent maintenant quasiment mathématiques. Donc vous allez pouvoir déduire le produit qui vous convient sur la scène de l'amour. Or, je pense... Il vaut mieux aller vers la différence? Mais je pense qu'il vaut surtout mieux ne pas procéder ainsi, c'est-à-dire ne pas avoir un calcul préliminaire sur la qualité du produit. Il faut faire comment, alors, Alain Badiou? Eh bien, je pense qu'il faut se fier à la rencontre. Voilà. Je pense qu'un amour, c'est d'abord une rencontre. Et cette rencontre, ça, les poètes, les musiciens l'ont toujours bien compris, cette rencontre est d'autant plus saisissante
qu'elle contient au contraire une forte dose d'altérité. Et tous les drames amoureux qui ont fait l'histoire, Roméo et Juliette, etc., sont des drames de la traversée d'une différence qui ne devait pas être traversée par l'amour. Roméo et Juliette appartiennent à deux clans qui se font la guerre, et justement, l'amour traverse ces clans. Othello est un Africain, et l'amour pour Desdémone traverse la différence entre l'Africain et le Blanc, etc. Et donc, moi, je suis plutôt de ce côté-là, c'est-à-dire, je pense que l'amour, c'est la chance de faire avec les différences les plus, parfois les plus profondes et les plus radicales, quelque chose qui est une vision partagée du monde. Et donc, je dirais, l'amour, c'est le lieu du partage de la différence. Et ça, c'est formidable. Parce que, si vous voulez qu'il y ait égalité, en dépit des différences, il faut aussi avoir une expérience du partage de la différence, pour commencer. Sinon, l'égalité restera une abstraction. Et lorsque on construit la figure de l'amour par les ressemblances, on commence déjà à dénier le caractère hasardeux des rencontres, le caractère d'acceptation des différences qu'il peut y avoir dans l'amour, et ce qui fait que, c'est pour ça que je vous félicite d'avoir dit politique et amour, parce que la définition que je donne quelquefois de l'amour, c'est que l'amour, c'est le communisme minimal. Nous y revoilà. C'est plus fort que voilà, Badiou. Il y a une jolie formule dans votre essai. À un moment, vous écrivez « L'amour est toujours la possibilité d'assister à la naissance du monde. L'amour réinvente le monde, il peut même le changer, Alain Badiou ?» En tout cas, l'amour réorganise le monde subjectif, ça on sait bien. Là, le monde dont je parle, c'est le monde tel qu'il est pris dans l'expérience d'un sujet. Tout sujet habite au monde, tout sujet, comme dit le philosophe, est un être au monde, et cet être au monde définit ce que le monde est pour un sujet déterminé. Et l'amour, c'est toujours une complexification qui fait que le monde va exister, non pas limité au fait qu'il est le monde de l'un, mais qui va être le monde des deux. Partiellement, par conquête, par construction, à travers des difficultés, à travers des drames, peut-être, comme en politique après tout. Il y a aussi des drames de l'amour. Entre parenthèses, on a beaucoup accusé la politique d'être meurtrière. Je voudrais rappeler que l'amour est aussi meurtrier, est aussi de ses virtualités. Le meurtre passionnel, ça existe à une échelle qui est loin d'être négligeable. Et c'est normal, puisque de toute façon, partout vous avez une expérience en quelque sorte intense de la différence, partout des moments où cette différence tout d'un coup vous échappe, où elle est trop grande pour vous, il y a une tension subjective énorme. Donc je ne suis pas en train de nier que l'amour, tout comme la politique, comporte des risques de souffrance, des risques de faim, des risques d'échec, etc. Et on est peuplé comme tout ce qui est intéressant dans le monde. Mais le fait qu'il y ait construction à deux d'un monde, c'est quand même, oui, la naissance d'un monde. Je pense qu'il y a la naissance d'un monde de l'amour, initié par une rencontre généralement imprévisible et incalculable. Donc le mot pose, on peut calculer cette affaire. Alors, l'amour, c'est d'abord la rencontre, mais ça n'est pas que la rencontre, c'est une construction, l'amour qui dure, qui s'inscrit dans la durée, voire dans l'éternité. Et à un moment, vous confiez ceci, et j'aimerais vous citer Alain Badiou. Tout le monde sait que décider, surtout unilatéralement, à la fin d'un amour, est toujours un désastre. Cela ne m'est arrivé qu'une seule fois dans mon existence, d'abandonner un amour. C'était mon premier amour, et j'ai été progressivement si conscient que cet abandon était une faute, que je suis revenu vers cet amour inaugural tard, bien tard, la mort de l'aimé approchait, mais avec une intensité, une nécessité incomparable. Ensuite, je n'ai jamais renoncé, et je crois bien être assuré du point que celle que j'ai aimée, ce fut, et c'est réellement pour toujours. Renoncer à un amour, Alain Badiou, c'est donc commettre une faute de votre point de vue? Eh bien oui. Eh bien voilà. Eh bien oui. Réponse détaillée. Je pense que renoncer à un amour, parce que d'une certaine façon, à un moment donné, on pense que l'accommodement entre cet amour et ce que vous estimez être les droits de votre subjectivité, est toujours le risque d'un désastre, en effet. Et après tout, c'est comme, au fond, ces gens de ma génération
qui, après s'être engagé dans mai 68 et les conséquences avec une ardeur sans pareille, on finit par dire « Oh ben non, tout compte fait, c'était pas bien, voilà, et je vais prendre ma place dans le monde établi, je vais devenir quelqu'un de célèbre, de fameux, selon les canons établis. Les gens que j'appelle les renégats, eh bien, il y a des renégats de l'amour. Il y a des renégats de l'amour, c'est-à-dire des gens qui ont abandonné l'amour parce qu'il ne leur a pas donné les satisfactions qu'ils en attendaient du point de vue de leur monde à eux. Et on est toujours tenté par cela. Toujours tenté par cela, et c'est pour ça que je pense que le véritable amour doit être mesuré en effet en partie à sa durée. C'est un peu un travers des poèmes, des littératures, des romans, des pièces de théâtre, de centrer l'amour sur la rencontre d'un côté, sur le miracle de la rencontre, le miracle de la déclaration d'amour, le miracle du commencement, oui, ou alors de le centrer sur le drame de la fin. Moi je pense que l'essence de l'amour, dans la vie réelle, c'est le temps. C'est la durée. C'est ni le commencement ni la fin, mais la durée, c'est-à-dire ce qui est la construction effective d'un monde vécu à deux, que c'est dans cette durée, dans l'intensité de cette durée, qu'il y a en réalité le caractère le plus extraordinaire de l'amour. Parce que se rencontrer, dans la rencontre, il y a un élément qui est un peu indécidable quelquefois entre amour et désir, par exemple, et puis dans la fin, c'est quand même le renoncement à une entreprise extraordinaire d'invention et de construction. Alors je pense que l'amour, c'est la durée. Mais que faire alors si on ne doit pas abandonner s'il y a un autre amour qui surgit, qui s'impose? Parce que parfois certaines personnes aiment plusieurs personnes en même temps, ça existe. Écoutez par exemple la cinéaste Marceline Moridon-Ivens. Elle était notre invitée au printemps dernier. Vous dites que Joris Ivens était formidable, mais pendant que vous étiez avec Joris Ivens, vous avez aimé un jeune homme pendant 11 ans. Vous écrivez « Je les aimais tous les deux ». Mais oui, mais je ne les aimais pas pour les mêmes raisons. Mais voilà, ça vous gêne? Ça vous dérange? Moi, personnellement, absolument pas. Vous n'avez jamais aimé deux femmes en même temps? Très souvent. Déchirées par l'une et l'autre? Très souvent. L'une ou l'autre? Ou les deux. Mais pourquoi pas les aimer toutes les deux? C'est possible d'aimer doublement? À condition de ne pas tout mélanger, hein. Voilà, la question du polyamour, vous ne la traitez pas dans cet éloge de l'amour. J'ai cherché, j'ai relu plusieurs fois, j'ai pas trouvé de réponse à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on fait alors quand on aime deux personnes? Non, je pense qu'il faut d'abord se demander si, en effet, il faut d'abord se poser la question de la possibilité. En réalité, je n'en parle pas dans le livre sur l'amour, mais je pense que la définition que je donne de l'amour, en tout cas, ne l'exclut pas. Ah. Alors, je dirais plutôt ça, je dirais que ça n'est pas exclu. Ah. Ça n'est pas exclu. Je ne suis pas sûr que ce soit excellent. Mais je pense que pour autant que ça n'est pas exclu, c'est-à-dire que ça peut arriver, rien dans la définition propre de l'amour, qui est rencontre, déclaration, organisation d'une durée, invention particulière, etc., rien ne s'y oppose au niveau de la définition. En tant qu'expérience, c'est une expérience pratiquée, connue. Que vous connaissez? Non. Je ne veux pas trop parler de moi. Hein. D'accord. Je ne veux pas trop parler de moi parce que finalement, quand le philosophe qui parle de l'amour parle de lui-même, on change de registre. On est dans le romanesque. Mais je veux dire, ça n'est pas exclu. Ça n'est pas exclu par la définition de l'amour, et c'est une expérience qui forcément est d'une grande complexité, d'une grande difficulté, et qui entraîne inévitablement des souffrances. Ça, c'est certain. Elle entraîne inévitablement parce que le croisement, ou le caractère de la frontière entre ce que j'appelle le monde d'un amour et le monde d'un autre amour, quand des personnes
quelle que soit la combinaison, les personnes sont intriquées dans les deux, ça crée nécessairement des difficultés et ça, c'est quand même nécessairement ça a nécessairement des effets sur chacun des deux amours que d'être confronté à des constructions qui se bornent tout en étant intrinsèquement différentes. Mais en même temps, Alain Badiou, c'est peut-être encore davantage la possibilité de pratiquer le monde à partir de la différence, le polyamour, non? C'est vrai, mais c'est comme si vous disiez qu'en politique, parce que d'une certaine façon ça travaille sur l'hypothèse communiste, c'est très facile et très simple d'avoir par exemple deux partis communistes différents. Hein. Vous voyez, c'est compliqué. C'est compliqué. Même quand ils sont sur des bases nationales, ça a toujours posé de graves problèmes. Donc je pense que ça ne peut pas être exclu compte tenu du devenir de l'existence et des hasards de l'existence, mais ça n'est pas non plus à prôner comme une solution excellente. Je ne serai pas le prosélyte de ce genre. On l'aura compris, Alain Badiou. On va parler un petit peu de sexe maintenant. Vous en touchez un mot dans le livre en citant Lacan et sa phrase « Il n'y a pas de rapport sexuel parce qu'apparemment le sexe serait une sorte d'illusion du rapprochement, une activité plus égoïste que ce que vous pourrez imaginer. » Écoutez, ce que je pense, c'est que Lacan a une autre formule que j'aime citer. Lacan dit « L'amour, c'est le moment où dans la rencontre, on aborde l'être. » Alors quel être? Il a dit « L'amour, c'est donc le moment où on aborde l'être de l'autre. » Alors que, pour Lacan, dans la sexualité, l'autre est dans une figure d'objet du désir. Il faut prendre le mot objet au sens strict. C'est-à-dire le corps de l'autre symbolise en réalité la figure d'un objet du désir. Il y a donc une objectivation désirante, alors que dans l'amour, il s'agit d'accepter l'être de l'autre. Pas son objectivité restreinte et immédiate, mais son être dans toutes les figures du déploiement de la subjectivité. Mais en même temps, le sexe, c'est une sorte de, Bien sûr. de preuve d'abandon à l'amour. Absolument. Ça le matérialise, non? Bien entendu, l'amour inclut la sexualité comme une détermination importante parce que il est, au fond, il a toujours été signifié qu'il est le moment où la totalité de mon être corporel est offert et exposé à l'autre. De toute façon, la nudité en a toujours été le symbole. La nudité, c'est bien plus que être nu et faire de la gymnastique. Oui. La nudité, c'est une offrande. C'est une offrande réciproque d'ailleurs. Une offrande réciproque. Donc c'est tout à fait important qu'il y ait l'abandon sexuel dans l'amour et qu'il y ait le désir dans l'amour. Dans ce sens-là. Mais dans l'autre, l'amour ne peut pas y être réduit. Absolument pas. Il ne peut pas y être réduit pour la raison que je disais. C'est que d'une certaine façon, le désir est une figure essentielle de l'abandon à l'autre. Et d'un autre côté, l'amour, lui, touche plus profondément l'être de l'autre dans la figure de sa complexité subjective intégrale. Il nous reste une bonne minute pour clôturer, avant de clôturer cette seconde partie. J'ai encore une question à vous poser. Forcément, la réponse devrait être plutôt courte. Est-ce qu'en partant de tout ce qu'on a dit, à savoir ce qu'on a dit sur l'amour, sur le sexe et sur la politique, vous pouvez nous définir en quelques phrases ce que vous entendez par la vraie vie? Qu'est-ce que c'est la vraie vie pour vous, Alain Badiou? Je pense que la vraie vie, c'est quand on découvre qu'on est capable de quelque chose dont on ne se savait pas capable. Je pense que les moments exceptionnels qui constituent la vie dans l'élément de vérité sont les moments où justement on découvre que nous ne sommes pas limités à nos intérêts et à nos capacités, mais qu'il s'agisse de la rencontre amoureuse, qu'il s'agisse de l'événement historique en politique, qu'il s'agisse de la découverte de situations d'altérité qu'on ne connaissait pas. Il y a ces moments extraordinaires, souvent d'ailleurs, où on s'aperçoit qu'on est en train de faire, on est en train de penser quelque chose dont on ne se savait pas capable. Ça, je pense premièrement que c'est la vraie définition du bonheur, que je distinguerais de la satisfaction. Dans ce cas-là, il y a bonheur, il n'y a pas remplissement de nos intérêts.
et aussi il y a une intensité de la vie qui est le signe de sa vérité. Il est 10h54 sur la première, suite et fin de notre entretien dans un instant. Nous parlerons un mot avec vous de votre soirée. Le philosophe que vous êtes va se transformer en Richard Wagner. Et puis à partir de 11h, toujours ici en direct, ne manquez pas la der des der d'un samedi d'enfer. A tout de suite.